Bienvenue sur Écho de l'actu, notre nouveau rendez-vous pour être toujours tout près de l'information multiculturelle et pluridisciplinaire de nos différences plurielles. Notre soleil du jour est Jean-Camille Sormin, comédien, metteur en scène aux origines martiniquaises. Dans cet épisode d'Écho de l'actu, nous conversons à l'occasion de sa nouvelle pièce « Juste seul, si Paris », une histoire tirée de l'éruption de la montagne Pelée en 1902. Bonjour Jean-Camille, alors très contente de te recevoir depuis le temps. Très content d'être là depuis ce temps, oui. Oui, c'est ça. Et on va parler un petit peu de toi quand même, avant de parler d'un nouveau bébé. D'accord. Hein? Ça veut dire quoi parler de moi? Parler de toi, on va te présenter un petit peu qui tu es, Camille Sormin, martiniquais. Oui. De naissance? Non. Non. Voilà. Non, je suis né à Besançon. C'est ça. Dans le Doubs. Mais oui, martiniquais, parce que mon père était en Martinique, parce que j'étais en Martinique, parce que j'y suis tout le temps, parce que j'ai. Ouais. Non, mais martiniquais, parce que ton papa est martiniquais. Oui. Donc ça veut dire que tu as une descendance martiniquaise tout de même. C'est exactement cela. Et non seulement tu as une descendance martiniquaise, mais aussi ton travail a une particularité d'être vers les Antilles. Le métissage. Voilà. J'essaie maintenant, surtout, de partir du microcosme antillais et puis de tourner vers l'universel. C'est vraiment toujours cette idée-là qui me prend. C'est prendre les Antilles. Pourquoi plus les Antilles aujourd'hui? Parce que tout simplement, je trouve qu'on est de moins en moins présent sur la scène nationale et internationale. Et prendre ce particulier pour le montrer à l'universel. C'est vraiment ça mon combat d'aujourd'hui. C'est pas seulement dire c'est quoi cette bête bizarre, c'est quoi un Antillais justement, tiens, je vais te raconter. Et quand tu dis te raconter, c'est te raconter dans tes pièces de théâtre et pas que. Oui, puisque tu es aussi réalisateur. Oui. Tu as fait des études. Oui, j'ai fait le Conservatoire supérieur de Paris et puis en réalisation. J'ai fait une école de réalisation de cinéma. Oui. Mais oui, enfin bon, bref, mais peu importe, c'est ce que j'ai envie toujours de défendre, c'est travailler sur notre rayonnement, quoi, justement. Mettre en avant la pluralité que nous avons aux Antilles. Mais complètement, enfin, on a quand même une vraie spécificité, on a une vraie culture propre. Ouais. Et puis en même temps, on est des humains. Et montrer plutôt ce qui nous relie que ce qui nous différencie. Oui, c'est ça. Et là, donc, on a dit déjà que tu étais réalisateur. Tu es un auteur, oui, on l'a dit aussi, que tu étais un auteur sensible à la langue et à la mémoire des territoires. Tu signes des textes assez forts, tels que Juste seul de Musardine dans Saint-Pierre. Oui, Musardine dans Saint-Pierre, c'est un spectacle normalement qu'on devrait proposer au mois de septembre à Saint-Pierre. L'idée de Musardine dans Saint-Pierre, c'est simple. On prend des groupes et on se promène dans les ruines. Mais ce n'est pas une conférence historique sur Saint-Pierre, on réfléchit à ce qu'on voit et à ce qu'on est. C'est-à-dire que, par exemple, on est dans l'hôpital psychiatrique. On va réfléchir à la folie. Et puis en même temps, on va voir une chaise en fer qui se trouve là sur le... C'est incroyable, la chaise en fer est là, figée dans le sol, là. Et puis là-dessus, on attachait les fous, les malades. Et d'ailleurs, on les... Tu veux dire que c'était l'histoire réelle? Oui, ça c'est l'histoire réelle. D'accord. Et on les laissait toute la journée, comme ça, au soleil. Et même des fois, on les saignait. Et donc, c'est pour montrer tous les progrès qu'on a fait là en 100 ans, la médecine a fait. Et quand on voit tous les progrès qu'elle fera dans 100 ans, voilà, c'est sans arrêt plonger le spectateur dans ce qu'il voit et dans ce qu'il est aujourd'hui et dans ce qu'il sera demain. Oui, d'accord. Donc ça c'est en septembre, c'est du théâtre vivant, c'est l'extérieur. Absolument, complètement. Ah, oui. Complètement. Tu as déjà fait les journées du patrimoine. Oui, tu as déjà fait cet exercice. 19, 20, 21. Non. Non. Comme ça. Enfin, autre chose. Rien à voir. D'accord. Ouais. Mais c'est génial, ça. Ouais. Et puis, c'est un peu exceptionnel aussi aux Antilles. Ah, mais ça ne s'est jamais fait aux Antilles. D'accord. Ouais. Wow. Tu montes ça avec ta compagnie? Oui. La compagnie Acacia? C'est ça, Acacia Théâtre? Oui. Ouais. Acacia Théâtre qui existe depuis une trentaine? Ouais, un peu plus.
Ouais. Un peu plus? Un peu plus. Non, mais déjà si longtemps? Ouais, quoi? Ça nous rajeunit pas. Tu es déjà si âgé? T'as vu un peu? Mais en fait, j'ai créé la compagnie juste en sortant de la Comédie Française. Et c'était quelque chose que j'ai fait très jeune. Oui. J'ai eu la chance j'ai eu la grande chance de faire le Conservatoire supérieur de Paris. Et puis, alors que j'étais élève au conservatoire, de pouvoir jouer directement à la Comédie Française. Donc c'est vrai que j'ai eu... Tu as joué combien de temps à la Comédie Française? J'ai joué longtemps, j'ai joué 2 ans. Au bout de pas longtemps, 2 ans quand même. Au bout de 2 ans, j'en ai eu marre. Ah oui? Ah oui? Moi, je ne devrais pas le dire. Tu es parti de toi-même? Ouais. Wow. Mais en fait, on m'a mis devant le fait accompli. Ce qui se passait, c'est qu'au bout de... Enfin, j'ai découvert la mise en scène. Parce que, avant, élève au conservatoire, on apprend surtout le texte, le mot, le truc. Bien sûr. Et on se fout de la mise en scène. Et j'ai découvert la mise en scène avec un metteur en scène qui s'appelait Vassiliev, un russe, et qui était absolument extraordinaire. Et là, je me suis dit, on peut faire des choses, on peut dire des choses. Enfin, et donc, j'ai créé ma compagnie. Et quand on a joué, juste avant, on me dit, tiens, tu veux pas venir, il y a Ernest Lang qui te veut dans Le Prince de Hambourg. Et je dis, bah oui, ça tombe bien, parce qu'on va jouer le soir. Et donc la journée, moi, je suis libre toute la journée, puisque je jouais dans la pièce que je montais. On m'a dit, non. Ernest Lang vous veut jusqu'à 20h du soir. D'accord. 22h, non, jusqu'à 22h. Donc pour moi, c'était pas possible. Donc je lui ai dit, merci, mais ce sera sans moi. C'est pas possible parce que j'ai mon projet. Parce que non seulement j'ai mon projet, mais on rentrait en fait en représentation. À 20h tous les soirs, voilà. Donc j'ai demandé si on acceptait qu'au début, parce que je savais très bien qu'avec la Comédie Française, on ne répète pas jamais toute la journée. Donc s'il acceptait qu'au début, je ne sois pas là si tard. Et donc non, c'était un non de non recevoir, donc du coup... Voilà, du coup tu es parti. Du coup je suis parti. Et pourquoi pas? Mais au contraire. Oui, finalement. Au contraire, finalement. Oui, parce que tu n'es pas resté dans un enfermement. Mais c'est complètement ça. Et puis un ronron aussi. Et puis après, j'ai rencontré des personnages comme merveilleux, comme Génie Alpha, Firmin Richard, Ryan Bicep, Alain Zéro. Toutes ces personnes avec qui tu as collaboré. C'est ça, avec qui j'ai mis en scène. Et c'était vraiment une très belle aventure humaine aussi. C'est ça qu'on oublie, c'est que le théâtre, c'est pas qu'une aventure artistique, c'est une aventure humaine, surtout, avant tout. Et tu vois, Génie Alpha, elle m'a tellement appris, pas professionnellement, mais tellement appris humainement que pour moi c'est... Bon, on rappelle quand même que Génie Alpha, c'est une des plus grandes c'est notre plus grande comédienne, c'est la première en fait. Oui, voilà. C'est celle qui a commencé à ouvrir les portes. Et qui a duré le plus longtemps, du fait de son âge aussi. Mais du fait de son âge, du fait de ses capacités intellectuelles. Parce qu'elle a joué quasiment jusqu'au bout. Moi, je l'ai montée jusqu'à 98 ans. 98. Je l'ai mise en scène, elle avait 98 ans. C'était un vrai plaisir. Mais c'était quelle pièce? C'était La Potion Magique numéro 341. Mais avant, je l'avais mis en scène avec Firmin Richard, je l'avais mise en scène dans Ryan Bicep, justement. Dans Mémoire d'île, une pièce d'Ina Césaire. Et ce que je voulais dire par rapport à Génie, oui, c'est elle qui nous a ouvert les portes. C'est-à-dire que quand elle a commencé à vouloir être comédienne, on disait non, une noire à Paris, c'est pas possible. Donc elle jouait les rôles de noir, entre guillemets, en province. Et quand la pièce arrivait à Paris, elle était remplacée par une blanche qui conteignait en noir. On disait que ça allait faire rire, autrement une vraie noire sur scène, ça allait faire rire. Voilà. Donc elle a poussé les portes, la première à avoir poussé les portes. J'ai eu, moi, ce genre de problème aussi beaucoup plus tard. C'est-à-dire que quand j'ai commencé le théâtre, c'était avant la Comédie Française. Pareil, j'étais élève au conservatoire. Je vais citer les noms parce que le temps Bien sûr. C'est au Théâtre de la Madeleine. Je jouais avec Edwige Feyer. Ah oui. La grande Edwige Feyer. Un partage, la muse de Claudel, enfin, etc. Mais le metteur en scène s'appelait Jean-Luc Tardieu. Il se trouve que Jean-Luc Tardieu est le président des Molières. Bah oui. Et donc on était deux sur scène, elle et moi. Alors c'était ubuesque pour moi, j'arrivais jeune comédien là-dedans, je le voyais qu'il lui cirait les chaussures quasiment, mais vraiment, je plaisante même pas en disant qu'il était là, il lui baisait les mains, enfin j'avais jamais vu ça. Je savais pas que ça existait d'ailleurs. Et puis
Et puis en fait, j'ai quitté le spectacle assez rapidement parce que d'abord elle était très imbue d'elle-même et très fière d'elle-même. Enfin, c'était un des derniers monstres sacrés, donc j'arrive à comprendre. Mais surtout, un soir, on m'a dit tiens, il y a une séance maquillage. Maquillage, oui, parce que tu verras, c'est une séance importante. Et en fait, on m'a teint en noir. Ah, parce que tu n'étais pas assez... Parce que je n'étais pas noir, oui, pas suffisamment. D'accord. Donc à ce moment-là, on me teint en noir. Oui. Et c'était pas justifié parce qu'il s'agissait de l'église de tête, du partage de midi, de la faute de Chaillot, il n'y avait pas besoin de... Mais c'était mieux. Oui. Bon. Et donc j'ai quitté le spectacle. D'accord. J'ai été remplacé par Alain Azéro, qui en a su faire tout le temps. Et d'ailleurs, la pièce a été nommée au Molière. Et alors qu'il y avait donc 2 nominations, il n'a pas eu le droit d'y aller, alors qu'ils étaient que 2 comédiens sur scène. D'accord. Il n'y avait que la grande Edith Scheuer qui avait le droit d'être présente. Alain a déprimé tout le spectacle, enfin c'était une erreur pour lui, il a joué quand même, et puis après il a tellement été dégoûté du théâtre français qu'il est parti en Hollande pour faire une carrière. Mais à l'époque, est-ce que tu as pu en parler dans les médias? Parce qu'on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Ouais. Et à l'époque, c'est ça qui est très drôle justement, c'est que... Et en plus, tu ne pouvais pas non plus en parler parce que... Et puis on m'avait interdit. Ah oui. C'est-à-dire qu'on m'avait interdit d'approcher le théâtre, on m'avait interdit de discriminer, on m'avait interdit de dire du mal de la pièce, enfin bref, il y avait toute une série d'interdits. Et je suis parti 2 semaines, en Martinique. Et c'est là que la Comédie Française m'a appelé pour jouer chez eux. Donc, bon, bref, au contraire. Voilà, bah oui. Et puis alors après, donc tu es parti... voler de tes propres ailes. Oui, c'est ça. Alors après, j'ai eu envie de créer ma compagnie que j'ai faite. Et puis on fait des spectacles, on tourne... Mais attends, excuse-moi, on fait du spectacle, il dit ça d'une manière un petit peu... Alors là, Cassia Théâtre, je n'ai pas pu tout retenir, parce que c'est... Waouh, c'est plus d'une page de... Oui, c'est plus d'une page de spectacle. Oui. De spectacle monté, de spectacle de collaboration. C'est ça. Mais il y a tellement de choses à dire, tu sais. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses que tu as envie de faire comprendre, entendre. Il y a tellement... Moi, ce qui m'intéresse, c'est travailler sur notre humanité, justement, sur nos liens les uns aux autres. C'est pas sur être... On a trop tendance à critiquer l'autre. C'est un truc qui est tellement facile. Tu veux pas la victimisation? Non, ni de la victimisation, alors surtout pas. Et moi, je me sens pas du tout victime de quoi que ce soit. J'ai eu le parcours que j'ai eu, j'ai eu les inconvénients que j'ai eu, mais je sais aussi très bien les avantages que j'ai eu. Je sais très bien que si je suis rentré un jour au conservatoire, et si je suis même rentré à la Comédie Française, c'est parce qu'à un moment donné, on s'est dit, tiens, ce serait bien d'avoir un métis. Je sais très bien. Donc, je vais pas commencer à dire nous, victimes, on est métis, donc c'est plus compliqué. C'est différent, point. C'est un parcours qui est différent d'un autre. Et pareil, quand on vient de province ou pareil. Donc, j'ai pas de revendication à ce sujet-là. En revanche, il faut qu'on travaille, il faut qu'on se montre, il faut qu'on montre les choses, il faut qu'on fasse parler notre culture, il faut qu'on fasse savoir qui est qui. Et oui, il faut qu'on réfléchisse. Ça, oui. Ça, oui. Et c'est pour ça que toutes ces pièces, alors après, beaucoup en Allemagne, beaucoup en Autriche, parce que c'est encore des lieux de théâtre. Oui. Et pour tous ces lieux, pour tout ce travail, il faut aussi de l'argent. Donc, ce n'est pas non plus facile. Les subventions, tout ça, c'est aussi... la compagnie Acacia, elle a plusieurs casquettes. Oui, alors, c'est marrant, tu m'aurais dit aussi cette chose-là il y a quelques mois. Je t'aurais dit, ouais, l'argent, ça va. Dans le sens où on arrive à avoir des subventions. Là, non, les subventions aujourd'hui, elles sont presque tarées. On arrive à en avoir, heureusement, encore un tout petit peu. Mais les temps deviennent vraiment durs, oui. Et puis, l'obligation de donner des cours, l'obligation de te faire des choses un petit peu à côté. Alors, l'Acacia n'est pas simplement une compagnie qui monte des spectacles. L'Acacia fait plein de choses. J'aime le mot Acacia. Il y a une représentation derrière tout ça. Pourquoi Acacia? Alors, justement, l'Acacia, c'est parce que je travaille, quand je fais une mise en scène, énormément sur les symboles. Ma mise en scène est une mise en scène symbolique. Donc, travaillant énormément sur les symboles, le symbole de l'Acacia m'est devenu évident au départ. Pourquoi? Parce que l'arche d'alliance est en bois d'acacia, ce bois putrescible. Donc, c'était cette idée de réunir.
et puis de donner de l'espoir. Et puis la deuxième chose, c'est que l'acacia est un arbre nourricier, qui peut nourrir de la girafe au plus petit animal. Donc c'est cette idée-là aussi qui m'a plu et qui est présente sur tous les continents. Donc cette présence... L'universalité. L'universalité, complètement. Et puis la couronne d'épines du Christ est en bois d'acacia. Donc, tu as cette particularité de religion Alors, non, je triche. Je l'ai eu à un moment donné, il y a fort longtemps. Je m'en souviens même plus. Mais je l'ai eu à un moment donné. Mais plus du tout. Mais peu importe, j'aimais bien le message d'amour du Christ. Je trouvais ça intéressant. Aimez-vous les uns les autres. Je trouvais ça intéressant. Aujourd'hui. Tu es toujours dans ce message ? Je suis toujours dans ce message, évidemment. D'accord. Évidemment. Dans le message. Plus dans la croyance. Mais dans le message, oui, non, bien sûr. Et donc là, on se rencontre aujourd'hui parce que il y a cette pièce qui va se jouer le 12 juin. Oui. Première date. Oui. Donc qui ne s'est pas du tout montrée encore. Non, pas encore. Et qui se joue à Courbevoie. Oui. Je donne d'ailleurs d'abord le lieu avant de dire que c'est une histoire vraie. Hein. Et tu vas nous dire tout à l'heure pourquoi tu as souhaité mettre en avant cette histoire vraie. C'est l'histoire de Sipari. Alors Sipari qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, raconte-nous un petit peu, c'est le dernier... Alors, oui, non, c'est pas le dernier, c'est le seul. Oui, mais on dit toujours le dernier, mais en fait c'est le seul. C'est le seul. Sipari, c'est le survivant de l'éruption de la montagne Pelée du 8 mai 1902. Oui. Pourquoi c'est important ? Alors, Sipari, je ne sais pas si c'est important lui-même. C'est un prétexte. Je ne sais pas si lui-même est important, mais il faut quand même voir que la capitale culturelle, c'était plus la capitale de Martinique, mais c'est la capitale culturelle des Antilles, a été rasée comme ça en un clin d'œil. 30 000 morts quand même, c'est pas une petite histoire. Et un seul survivant, donc Sipari. Pourquoi Sipari ? Moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que d'abord, j'ai été baigné durant toute mon enfance par ce... Tu as un lien particulier avec Saint-Pierre ? Ajoupa-Bouillon. D'accord. Ta racine familiale est à Ajoupa-Bouillon, d'accord. Et ma grand-mère était à Saint-Pierre un peu avant l'éruption. Ils avaient quitté le secteur, mais ça c'est logique parce que... elle avait 4 ans, cela dit. Mais beaucoup de gens ont quitté Saint-Pierre parce que ça crachait depuis un petit moment. Et donc voilà, mais Ajoupa-Bouillon. Voilà. D'accord, donc, non, je dis ça parce que comme tu as ta pièce qui va... Oui, mais parce que Saint-Pierre, si tu veux, Ajoupa-Bouillon, c'est à côté. Et puis... J'adore ce nom, Ajoupa-Bouillon, j'adore. Et puis que Ajoupa-Bouillon, il n'y a pas la mer, donc quand tu vas aller à la mer, tu vas à Saint-Pierre. Donc Saint-Pierre, pour moi, a toujours été ce lieu de... Saint-Pierre a toujours été pour moi ce lieu de réflexion, de rêve, Donc voilà, et puis forcément Saint-Pierre, il y a plein de choses que je fais. J'ai créé une... Oui, c'est pour ça que je disais, mais oui. J'ai créé aussi une petite entreprise qui va faire le théâtre de Saint-Pierre en réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on va voir sur le téléphone, on va pouvoir télécharger, mais ça va commencer bientôt. On va télécharger sur le téléphone et on va voir comment était la ruine du théâtre, enfin comment était le théâtre plutôt, avant 1900 en réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on se promène dedans. Et avant l'éruption, quoi. Avant l'éruption, Et on voit, et puis il y a plein d'anecdotes sur le théâtre. Il y a 1000 anecdotes sur ce lieu. C'est fantastique. Oui, parce que donc Sipari, on revient à Sipari, qui est quand même le dernier survivant de cette catastrophe. Et il est survivant pourquoi ? Alors, c'est une belle histoire. Il y a l'histoire qu'on racontait chez moi. On disait mais Sipari, il était là parce que d'abord il était dans le cachot. Donc il y a un cachot, il y a un seul lieu. Il y a 2 lieux qui n'ont pas été détruits par l'éruption. Il y a le cachot de Sipari et puis il y a un pont. J'aime bien cette idée de pont qui relie les gens, qui n'a pas été détruit. Mais tout à Saint-Pierre a été détruit. A été détruit pour plusieurs raisons. D'abord, c'est l'onde de choc du volcan. C'est ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est qu'à l'époque on pensait que il n'y avait pas d'études volcanologiques, c'est du fait de Saint-Pierre que ça a eu lieu. Et avant Saint-Pierre, il n'y avait pas ça. Et donc on pensait que ça allait être une coulée de lave, comme à La Réunion par exemple. Comme je triche sur l'affiche, c'est le volcan de La Réunion, c'est pas du tout
tout un pelé. Mais bref, donc c'est lave qu'on a tous dans l'imaginaire, c'est lave rouge là qui coule. Donc on s'était dit, Saint-Pierre-et-sur-Rien, puisque au pire du pire, d'abord parce que c'est très lent, une lave à descendre, et puis au pire du pire, elle va aller couler dans la rivière, donc on n'a rien à craindre. Sauf que là, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Il s'est passé la même chose qui s'est passé à Pompéi. Il s'est passé, je dirais, la même chose qui s'est passé à Hiroshima ou à Nagasaki. C'est-à-dire que c'est l'explosion, l'onde de choc. Ouais, qui a fait... Qui a tué les gens dans leur ventre, enfin, qui a fait bouger les hémisphères. Et donc, qui a tué les gens alors qu'ils étaient encore vivants, je dirais. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est l'intérieur qui a bougé. Et donc, c'est cette onde de choc-là qui a d'abord fait détruire les bâtiments. Puis la deuxième chose qui a aussi été la cause de la destruction des bâtiments, c'est que y avait énormément de rhum qui attendait dans les barils. Oui. Et ce rhum, les barils ont explosé, et puis le rhum a essayé de dévaler la pente, a pris feu évidemment, a dévalé les pentes, et parce que Saint-Pierre c'est en colline comme ça, donc ça a dévalé et ça continue à brûler sur son chemin. Quoi. Donc Et on peut s'imaginer justement ce qu'a pu vivre aussi Paris, parce qu'il était prisonnier. Alors c'est ça. Donc pourquoi est-ce qu'il est là prisonnier? Bon, la petite histoire, il est prisonnier. Normalement, il est prisonnier parce qu'il y avait une rixe avant, bon, bref, peu importe. Mais, donc il était prisonnier à moi, puis juste avant, il s'est un petit peu sauvé, parce qu'il est allé danser un soir, parce qu'au lieu de ramasser du bois qu'on lui a demandé de faire, il est allé danser, et il est revenu le soir même en disant ça y est, j'ai fini, je rentre. Donc on lui a dit non, ça se passe pas tout à fait comme ça, donc on l'a mis dans le cachot. Et moi, ce qui m'intéressait, ce prétexte d'en faire, justement, c'est la personne la plus en bas de l'échelle, parce que en Martinique, Siparis, moi dans ma jeunesse, c'était quelqu'un qui était un peu connu, mais on ne considérait pas. C'est maintenant qu'on considère Siparis. Oui, mais à l'époque, on ne considérait pas. C'était un jobber, c'était un moins que rien. Qu'est-ce que c'est que ce petit bonhomme? Mais même, on disait même où est fini qu'on Siparis. Voilà. C'est ça. Oui, bien sûr que je veux. Tu veux finir comme Siparis, quoi. C'était genre, tout le monde aller en prison. Oui, c'est ça. Mais moi, je veux finir comme Siparis, c'est-à-dire que les autres vont crever et pas moi. Voilà. Donc on ne le considérait pas. Et non seulement on ne le considérait pas, et ça c'est important, mais en même temps, ce que je trouve intéressant dans cette non-considération, cette considération, c'est que c'est donc la personne la plus en bas de l'échelle, un jobber. Un jour il était pêcheur, le lendemain il faisait des jardins, enfin bref. Et ce que je trouve intéressant justement, c'est de faire l'inverse d'une tragédie grecque, où il y a le prince, le roi, le machin qui est là au-dessus. Voilà, c'est l'Iliade et l'Odyssée, la bataille de Troie. Et puis il y a Zeus, ce dieu, je sais pas quoi, qui est là et qui commande le truc. Et c'est pas le plus grand, c'est le plus petit. Donc c'est cette tragédie inversée que je trouve intéressant. Et puis, donc tu as écrit tout ton texte, parce que tu écris. Oui, j'écris tout le texte. Et ce que j'ai trouvé, ce que j'ai cherché à faire aussi dedans, dans ce texte, dans cette chose-là, c'était de trouver l'universalité, justement, notre humanité dans son humanité. C'est-à-dire, à un moment donné, d'ailleurs, il le dit, pourquoi moi? Pourquoi moi, comme seul survivant de cette catastrophe? Combien de temps de travail entre la période où tu as pensé, parce que ce n'est pas une commande. Non, c'est toi qui as décidé d'écrire sur Siparis. Comme ça, un jour, tu as rêvé, tu as dit, je vais écrire sur Siparis. Oui. Ah ouais? Oui. C'est vrai? Oui, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. L'histoire s'est déployée d'elle-même. Je ne sais pas, je serais incapable de la réécrire. Je ne sais pas. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Maintenant, je suis en répétition. Et je ne sais pas quelle est cette fulgurance, cette transcendance qui était là-dedans, parce que je la décortique, je la conçois, mais... Parce qu'en fait, tu écris son histoire, mais... est-ce qu'on peut dire que c'est son histoire? Non. C'est l'histoire que toi, tu as eu envie de lui donner. C'est ça. Voilà. C'est pas son histoire. Je m'intéresse pas à son histoire. Il y a une histoire incroyable. Oui. Donc, tu n'as pas fait de recherche ni quoi que ce soit. Un peu quand même. J'ai fait énormément de recherches sur qui il était, sur ce qu'il était, sur ce qu'il devient. Je peux même la raconter. Donc, tu lui donnes un rôle. Mais je lui donne un rôle. Je lui donne une vraie réflexion sur son monde. Je vais même plus loin que ça. C'est-à-dire que je profite de lui pour réétudier nos rapports noir-blanc. Je profite de lui pour régler nos comptes. À un moment donné, même carrément quand je dis régler nos comptes, quand je dis à un moment donné, mais pourquoi la Martinique est française?
Juste, il y a un mec là, Pierre Desnambuc, là, qui arrive, là, comme ça, il fait le tour de l'île. Puis il se dit, tiens, maintenant c'est à moi. Il y a des gens qui sont là. Et voilà. Et donc, en fait, tu prends prétexte de Sipari pour compter aussi un peu l'histoire de la Martinique. Complètement. Voilà. Et puis nos rapports au noir blanc, qui sont encore là aujourd'hui, sous-jacents. C'est-à-dire que... je suis désolé de le dire, mais... Et ça me fait mal, mais on sait très bien, c'est pour ça que... on sait très bien que si... on est noir, on va pour demander à loger quelque part, on aura plus de mal. Pourquoi ça n'a pas de sens. Bien sûr, ça n'a pas de sens. Et donc, c'est cette déconstruction-là que j'essaie de voir. C'est toujours l'autre. Alors, en ce moment, l'autre, c'est l'arabe. C'est hélas Gaza. Mais avant l'autre, c'est ça. Avant l'autre, c'était le juif. Avant l'autre, c'était l'italien. Avant l'autre, c'était l'espagnol. Donc, petit, c'était l'italien ou l'espagnol. C'est ça l'autre, puis un peu le polonais. Mais pourquoi il y aurait toujours l'autre? Il y en a marre de cet autre. Et alors tu lui donnes vie sur comme ça, mais alors c'est un seul en scène. Non. Raconte-nous un peu. Non. Donne-nous un petit désir d'y aller sans trop nous dévoiler. Oui, sans rien dévoiler. Ils sont deux. Oui. Il y a un comédien et une comédienne. Voilà. J'en dirai pas plus parce que mais il y a le comédien que j'aime beaucoup. Il est haïtien. Oui, il est haïtien. Ils sont tous les deux charmants. Il est haïtien, il est poète. Oui. Et il est comédien. Oui. Il est haïtien, il est poète. Il prend un plaisir fou à être là-dedans. J'ai été franchement ravie quand j'ai vu dans le dossier de presse et que j'ai vu que c'était lui qui était là. J'ai dit waouh, mais quel parce qu'il écrit aussi. Oui, il écrit aussi. Voilà, donc mais super. Il est en admiration sur l'écriture là. Mais d'ailleurs je lui dis il va falloir un peu surpasser le truc parce que le but n'est pas de faire entendre une écriture. Le but est de faire entendre un personnage. De s'approprier le personnage. Et puis de le faire entendre. Donc bon, mais j'adore. C'est un vrai plaisir. Et puis il y a une comédienne qui s'appelle Yann, qui est martiniquaise. Et qui au contraire, je veux dire, on l'amène très loin et c'est très intéressant. Et donc, si tu veux l'idée, ce serait par rapport à elle, par rapport à eux, et puis il y a une violoncelliste également normalement. C'est-à-dire qu'une violoncelliste qui l'idée c'est pas ce n'est pas d'avoir le côté mais parce que c'est sur les Antilles, on va mettre du tam-tam. Non, ça c'est... Voilà. Oui, et puis attends, violoncelliste, c'est aussi un peu l'image de ce qu'on nous servait beaucoup à l'époque à Saint-Pierre. Violoncelle. Violon, je veux dire. Violon, pas violoncelle. Ah oui, d'accord. Là, c'est violoncelle. Oui. Ok. Oui. Non, Saint-Pierre... C'est vrai que Saint-Pierre, c'était très habité par le violon. Oui. De Bellé, tout ça. C'était vraiment sur le violon, le piano. Oui. On ramène d'autres couleurs, mais c'est la même, elle est plus terrienne. D'accord. C'est ça. Ok. Et donc, et pourquoi deux personnages? Alors, ça fait partie de ta réinvention de l'histoire. Évidemment. D'accord. Dans le cachot, c'est pareil, c'était évidemment tout seul. Non, bon, alors c'est son ange gardien? Non. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Non, c'est pas. On va pas dire. Non, on va pas dire. Mais non, ça aurait pu être son ange gardien. Oui, parce qu'on s'imagine qu'il a eu peur, cet homme. Alors, attention, oui, justement, mais alors, ce que je voulais préciser, justement, tiens, et ça me donne aussi une trame avec le poète Brasseur, c'est que on a quand même, alors que c'est pas notre culture, mais il y a un apport d'une autre culture qui est l'apport du vaudou. Oui. Alors, pas vraiment dans le texte même, mais un petit peu dans la mise en scène. Ça me permet de travailler sur d'autres symboles que sur lesquels je travaille. Il y a un peu cet apport du vaudou qui vient en étant présent. Je répète, c'est pas la culture martiniquaise, le vaudou. On n'a pas été bercé par ça. Mais je la trouve intéressante, ce côté
Denis Laferrière, Pays sans chapeau, les choses comme ça. Puis en plus, Emmanuel Vilsain vient d'Haïti, quoi. C'est ça. Et voilà, c'est quelque chose. Comment tu pourrais définir qu'on a envie de venir voir ta pièce, de l'entendre déjà? Je dirais deux choses. Une jolie langue pour nous. Oui. C'est-à-dire que, en fait, je parle d'un personnage du passé, mais c'est un prétexte. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une actualité. D'accord. Vibrante et vivante. On ne parle que français, il n'y a pas de créole? On ne parle que français. D'accord. Il y a, à un moment donné, un personnage qui va avoir un français créolisé. D'accord. Mais on ne parle que français. Pour quelle raison? On se doute bien que Paris ne parlait évidemment pas français. Oui. D'abord parce que je le fais manier une très belle langue, ça c'est la première raison, et je le fais vraiment manier la langue alors qu'on sait très bien que Paris ne maniait pas la langue. Mais parce que dans sa tête, il la maniait de toute façon, qu'on parle créole ou qu'on parle français, de toute façon on manie la langue. Donc ça c'était la première chose. Et puis moi j'ai un petit problème avec le créole, dans le sens où pour moi le créole, je vais me faire des ennemis là, mais j'ai un petit problème avec le créole parce que pour moi le créole, c'est quand même la langue de l'esclavage. Alors on dit oui non c'est la langue de la révolte. Non, c'est pas la langue de la révolte parce que quand on arrive du Bénin, quand on arrive du Congo, quand on arrive de... peu importe. Et qu'on parle notre première langue. Chacun sa langue. Chacun sa langue. Chacun sa langue. Sachant qu'en plus, même dans un pays comme le Congo, il y a plusieurs ethnies. Donc chacun sa langue. Et qu'on arrive là. Comment le bon blanc, avec son bon petit ventre, nous fait travailler sur la terre? Comment le bon blanc nous dit, tiens, il faut que tu aies peur du mec là-haut, parce que de toute façon, maintenant, parce qu'il te parle petit nègre. Ah oui, donc tu veux absolument... C'est pas toi qui parles la langue avec l'autre, qui crée une langue avec l'autre pour pouvoir créer avec l'autre. Non, c'est le bon blanc qui t'impose une langue pour pouvoir parler avec toi. Toi, tu prends le créole dans ce sens-là. Mais évidemment, on va pas me la faire à l'envers. Je voudrais bien qu'on me la fasse à l'envers. C'est ce qu'on a tenté toute ma jeunesse, à me la faire à l'envers. Ça ne marche pas. Parce que, évidemment, je suis une force de travail. Et comment je te mets au travail? Je te conjugue pas le verbe, je te dis yaka, taka, ou ka, et puis en avant. Et du coup... Mais ce serait assez sympathique. Alors là, on sort un petit peu du cadre de ta pièce de théâtre de Ici Paris. Ce serait assez sympathique de créer une conférence, justement, avec par rapport à ton point de vue. Bien sûr, surtout que moi, je dis ça sans enfin, moi, ce que j'aime, c'est d'avoir une réflexion, tu vois, parce que cette réflexion-là... Si tu dis ça, je dis, c'est que tu t'es interrogé sur ça. Mais c'est ça. Si tu veux, ce que je suis en train de te dire là, évidemment que c'est pas celle qu'on m'a apprise jusqu'à maintenant. Thérèse Léotin, c'est mon temps, ouf, excuse-moi, mais on sait très bien, enfin, c'est pas l'histoire qu'on a voulu me raconter. Parce que l'histoire qu'on a voulu me raconter, c'est moi sur ma plantation, nègre marron, c'est ma langue de marronnage, c'est ma langue qui fait le blanc peut pas m'entendre, ne peut pas me comprendre. T'as le droit d'y croire. Surtout que quand on étudie justement, parce que je me suis vraiment intéressé sur cette période de l'esclavage et après, et post et avant. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'aimerais bien t'entendre parler de ça avec Hugo Dranet. Absolument, très bonne idée. Très bonne idée. Très bonne idée. On fera ça un jour. Absolument. Et surtout que je vais aller exprès plus loin dans le truc, mais en allant plus loin dans la chose, c'est que on a d'un certain plan, si tu veux, donc cet outil qui est de dire on a les chaînes. Ça me casse les couilles ce truc. Mais il faut arrêter de penser qu'un esclave peut avoir des chaînes, puisque forcément avec des chaînes tu travailles pas. On a besoin de travail. Donc déjà ce truc, les chaînes brisées, les machins, ça c'est un truc qui m'exaspère, qui me sort par les yeux. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, il faut savoir, mais il faut le dire, quand on étudie justement sur l'histoire de l'esclavage, que les esclaves,
tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs, allaient d'une plantation à l'autre pour aller danser dans l'autre plantation. Donc, il y avait une liberté quand même de mouvement. Alors, je suis pas en train de dire, putain, c'était que le Med. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il faut arrêter de croire, de croire qu'on était... Qu'il n'y avait pas de vie. Qu'il n'y avait pas de vie. Personne n'aurait supporté qu'il n'y ait pas de vie. Personne, même le plus abruti. De toutes les manières, non, mais c'est-à-dire qu'on laissait cette vie-là pour pouvoir les faire travailler plus. Mais évidemment. Entre guillemets. Mais autrement, ils ne travaillent pas. Enfin, je veux dire, personne, si tu n'as pas de vie, tu n'as pas rien, jamais rien, ben, tu te suicides. C'est ce qui se passait d'ailleurs pour une Bon, on fera quelque chose autour de ça. J'ai vraiment... Alors là, parlons de la pièce, parce que nous arrivons pratiquement à la fin de notre entretien. Donc la pièce se joue... Alors il y a deux comédiens sur scène. Ouais, 2 comédiens. Et tu disais toi? Et une violoncelliste. Une violoncelliste. Donc ils sont 3 sur scène. Ils sont 3 sur scène, ouais. Et ça répète depuis combien de temps là? Ça répète depuis presque un mois là. Ah oui, oui. Alors la pièce se joue le 12 juin. Ouais. Une seule présentation? Oui, pour l'instant, oui. D'accord. Après, elle va se jouer en Martinique. Oui. Le 19, 20, 21. Juin? Non, septembre. Septembre, d'accord. Ouais, faut préciser. Pas Avignon? Pas d'argent? Non, c'est ça, c'est exactement ça. On devait jouer à Avignon dans un 240 places. Et ouais. Puis, ouais. D'accord. Ouais. Et donc, donne-nous le petit mot de séduction. Le petit mot de séduction? Ouais. Allez, vas-y, séduis-nous pour qu'on puisse venir. Tu es d'accord? Je dirais que le petit mot de séduction, c'est pour moi, c'est vraiment une belle interrogation sur qui on est. Redonner de la fierté à qui on est. Qu'on soit blanc ou noir, peu importe. C'est vraiment qui on est. Un côté très apaisé des choses. Parce que là, j'ai dit avec un peu de virulence, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Enfin, moi, j'ai pas de... Je suis heureux d'être là où je suis. Et je sais que c'est parce que j'ai eu des ancêtres que j'ai eu que j'en suis là où je suis. Donc il n'y a pas de revendication de dire peuple opprimé. En revanche, il faut à tout prix qu'on arrive aujourd'hui à travailler ensemble et à vivre ensemble. Et pour moi, la culture, et cette culture-là, est un moyen justement d'apprendre à vivre ensemble et à être ensemble. Pour moi, elle est vraiment importante. Elle fait, en dehors des choses, alors, c'est ce que m'a dit justement Emmanuel Vilsain. Il m'a dit c'est une pièce tellement importante, tellement marquante. Et elle l'est. Alors, je ne veux pas me comparer à Aimé Césaire non plus, mais on avance sur un... Enfin, je suis persuadé que c'est une pièce qui va marquer. C'est peut-être aussi une pièce qui arrive un peu, on va dire, une trentaine d'années après tes débuts. Donc c'est aussi une pièce qui apporte toute ton expérience. Oui, aussi, on dirait la pièce de la maturité. Oui, et puis en même temps, tout mon humanisme, ouais, parce que c'est aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est avant tout une pièce humaniste. La pièce de tes cheveux blancs. Ouais, c'est ça. C'est ça. De la sagesse. C'est ça. La sagesse, je sais pas, on essaie, tu sais, mais on le peut toujours. Mais cette envie d'aller plus loin aussi. D'aller plus loin dans... Tu sais, il y a les essentiels, tu vois. Il y a... Putain, pourquoi je fais les choses? Mais là, je sais pourquoi je fais les choses et je sais pourquoi j'ai envie que le spectateur vienne parce que je sais ce que ça va lui apporter. On n'est pas... je le répète, on n'est pas sur un côté... communautariste. Non. Du tout. Non, et en plus de ça, tu prends quand même en otage, pour parler de tout ça, tu prends l'esprit de quelqu'un qui était emprisonné. C'est exactement ça. Donc c'est... voilà. Et puis voilà. Et puis on rappelle le lieu. Courbevoie. Courbevoie, c'est ça. L'heure. 19h. 19h. Ouais. Et le 12 juin. 12 juin, et après, Carpeau. Voilà. Et après, donne la date des Antilles. Et après, alors attention, aux Antilles, c'est pas n'importe où. Non. C'est devant le cachot de Cyparis. Oui. En extérieur. Oui. 19, 20, 21 septembre. Oui.
Journée du patrimoine. C'est exactement pour ça. Donc, du patrimoine. Ça fait partie du patrimoine. Mais ça fait partie du patrimoine. Merci beaucoup Jean-Camille et à une prochaine. Merci de votre écoute et n'oubliez pas, afin de nous suivre, #EKODELAKTU, Écho de l'actu. Et pour bien nous dire au revoir, je vous propose de continuer à entendre l'extrait du titre Aya Doudou de l'artiste Quincy à retrouver sur toutes les plateformes musicales. Au plus belle qui toute ça qui belle.